Face à la recrudescence des meurtres liés au trafic de drogue, Sébastien Lecornu considère que le compte n'y est pas, que le job n'est pas fait. Florian Gérard-Mercier face à un ministre de l'Intérieur qui, lui, à l'inverse, affirme mettre le paquet sur ce sujet. Oui, mais Laurent Nunez ne le fait pas. Donc, il dit que la police n'est pas dépassée, etc., alors que clairement, l'État est dépassé face au narcotrafic aujourd'hui. On ne peut pas avoir des directeurs des renseignements qui nous disent que le narcotrafic ainsi que l'islamisme sont des menaces existentielles pour notre pays. On ne peut pas avoir des ministres et des gouvernements qui disent qu'on est en guerre contre le narcotrafic. Les mots ont quand même un sens. La guerre, pour ça, il faut y aller avec des armes. Mais alors, comment expliquer ce non-alignement aujourd'hui de Sébastien Lecornu qui finalement vient reconnaître qu'on ne fait pas assez sur ce sujet, à l'inverse de tout ce qui avait pu être dit ces derniers temps? Eh bien parce que je pense qu'il y a un constat d'échec. Quand on voit qu'en une semaine, il y a eu 6 morts dans le narcotrafic, dont une majorité qui était non liée, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment des choses qui touchent les Français au cœur. Le nombre de Français qui ne peuvent pas sortir le soir, dont leur quotidien est gangréné. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on leur dit ? L'État n'est pas dépassé, tout va très bien, on fait des mesurettes. Non, il faut effectivement que l'État, dans son ensemble, se mette en branle avec la pénalisation des consommateurs, avec la pénalisation des parents défaillants, quand effectivement les jeunes mineurs sont dans la rue, avec la remise sur la table de la justice des mineurs, qui a été vidée donc censurée par le Conseil constitutionnel. Cette loi était nécessaire. Et parce que, encore une fois, la guerre, elle joue dans les deux sens. Les narcotrafiquants sont aussi en guerre contre nous et ils s'adaptent à notre droit et ils profitent de nos faiblesses. Et donc, pour ne pas qu'ils puissent s'engouffrer dans nos faiblesses, il faut absolument se renforcer. Évident, même si c'est très compliqué compte tenu du nombre, mais que le consommateur, c'est une des clés du problème. Parce qu'à un moment donné, si ce n'est pas la clé du problème, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Et à un moment donné, ces consommateurs, ils doivent être mis finalement face aux réalités de ce fléau qu'est le narcotrafic. Ils doivent se dire que lorsqu'ils consomment, ils participent, d'une certaine façon, ils participent à ces meurtres, ils participent à ces crimes, à ces fusillades. Mais bien sûr, bien évidemment. C'est sûr que dire qu'en achetant de la drogue, on a du sang sur les mains, c'est quelque chose, il faudrait des campagnes nationales, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, en fait, la raison pour laquelle certains sont contre le fait de effectivement pénaliser la consommation, c'est parce que pour à peu près 10% des personnes qui consomment de la drogue, c'est vraiment une addiction, et donc ce sont des gens, en fait, c'est une maladie neuropsychiatrique d'être sous addiction. Et donc, il faut les traiter le million de personnes, là, je ne vous dis pas ce que ça va coûter. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne le fait pas. On dit bien que c'est à peu près 10% les consommateurs qui sont vraiment sous addiction. Et donc, pour les 90% restants, qui représentent quand même la majorité de la consommation, c'est là, effectivement, qu'il faut aller taper, parce que... et donc là, avec cette approche globale, où on va traiter ceux qui sont malades, et on va pénaliser ceux qui ne le sont pas, et qui ont effectivement du sang sur les mains, là, on aurait un changement vraiment de paradigme. Mais pour ça, il faut une société de la surveillance. Il faut avoir l'information. Il faut être capable d'aller traquer ces gens. Il faut pouvoir bombarder le bateau comme Trump l'a fait, tout simplement. J'ai adoré cette séquence, moi. Oui, ça, alors on peut le faire, mais à ce moment-là, justement, c'est la surveillance des douanes. Non, mais ça, là, vous parlez par exemple de la surveillance des douanes. Effectivement, il y a un vrai sujet au niveau des douanes et dans nos ports où le trafic coule à flot. Un petit peu. Voilà, donc simplification des procédures, suppression de l'encadrement des loyers, intérêt d'emprunt déductible et puis neutralisation des DPE. Le DPE, le gouvernement Lecornu est déjà d'ailleurs en train de faire marche arrière sur ce sujet, disons-le clairement. Il y a 700 000 logements qui sont concernés par la mesure qui a été annoncée dernièrement par Sébastien Lecornu. Vous imaginez le carnage qu'a fait ce diagnostic de performance énergétique, le nombre de propriétaires qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir louer leurs biens, qui ont perdu évidemment énormément d'argent pour des biens qui sont ensuite restés vacants, qui n'ont pas pu être loués, avec des gens qui cherchent à se loger. Enfin, ça a été une immense imbécile. Enfin, pardonnez-moi, mais vous pouvez le dire. En fait, je pense que le DPE est peut-être l'incarnation la plus pure du côté kafkaïen de l'État français. Parce que quand même, juste pour donner un exemple, vous savez que dans le DPE, le chauffage électrique était, jusqu'à très récemment, extrêmement pénalisé. Extrêmement pénalisé. Alors même qu'on veut électrifier.
C'est-à-dire qu'on disait un logement donc était chauffé à l'électrique, il pouvait être G, alors que le même logement chauffé au gaz, lui, il aurait été aidé. C'est complètement Ça n'avait dingue. pas de sens. Complètement dingue. Et donc, effectivement, par exemple, dans des villes anciennes, dans les centres-villes, on parle quasiment d'un tiers du parc. À Rennes, c'était un tiers du parc qui serait sorti. Donc, ça n'a aucun sens. Le logement est un enjeu majeur pour les Français, c'est sûr. Pour les 20% les plus pauvres, précaires, on a quand même 40% du budget qui est là. Mais je pense que Bruno Retailleau ne s'attaque pas assez profondément au sujet. Si on regarde juste ce qui s'est passé par exemple avec Javier Milei en Argentine, avec une libéralisation vraiment totale, l'offre locative a triplé quasiment et le prix du coup des loyers a baissé de 40%. C'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande est au cœur ici du logement et c'est ça qu'il faut complètement libéraliser. Sur on est au 91e jour de guerre contre la République islamique d'Iran. Qu'en est-il de l'objectif de départ finalement aujourd'hui, lorsque cette guerre a commencé le 28 février dernier? Oui, alors, il faut dire quand même que si Donald Trump n'obtient que l'ouverture du détroit d'Ormuz, ce sera un échec cuisant pour lui, un échec total. On sera bien loin de cet objectif du départ, justement. Parce qu'en fait, on sera extrêmement loin de l'objectif, mais aussi c'était quelque chose qui était déjà le cas. Je veux dire, dans le détroit d'Ormuz, on pouvait circuler parfaitement librement et sans péage. Donc, si le seul gain qu'il a, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, ce sera pitoyable, mais véritablement pitoyable. Donc, politiquement, ça ne peut pas passer. Et je pense que Donald Trump est sérieux quand il dit qu'il veut absolument qu'il y ait quelque chose sur l'uranium enrichi de l'Iran et sur la bombe nucléaire. Est-ce que maintenant les Iraniens vont l'accepter? Ils disent que non, ils ont toujours dit que non. Mais à la fin, comme l'a dit Ramzy, l'horloge tourne. Et en fait, la question, c'est qui des deux va cligner des yeux le premier, quelque part. Et ça coûte très cher quand même au régime iranien. C'est bien été dit. Il n'est pas dit qu'en interne, à partir du moment où le régime ne peut plus payer les gardiens de la révolution et les Bassij, les milices, il peut y avoir des fractures au sein de l'élite iranienne. Donc, c'est pas du tout garanti que les Iraniens soient si en position de force que ça. Alors, je pars sur le contrôle de l'historien du PSG. Il y a quand même eu des hooligans dans le football, notamment anglais et français, pendant longtemps. Le PSG a fait beaucoup d'efforts justement pour nettoyer les tribunes et pour évacuer la violence des stades et de leurs alentours. Des Princes notamment. Tout à fait. Donc, et ce travail, effectivement, il a été complété. Vous avez raison. Et donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, pour moi, le football n'est plus un sport violent. Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de culture qui s'est installée autour de ça et il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un match, en fait, il y a tout le monde qui se dit, là, c'est l'occasion. Parce que les policiers vont être débordés, on va pouvoir tous débarquer en masse dans Paris et faire ce qu'on veut parce qu'on ne sera pas attrapé. Et donc en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a cette culture. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que l'on trouve dans la rue les soirs du 14 juillet ou le 31 décembre. Exactement. C'est toujours cet effet d'aubaine. Dès qu'il y a un événement où c'est qu'il y aura aussi des foules, parce que dans la doctrine de la force, je parle ceux de contrôle également, dès qu'il y a de la foule, la priorité pour les policiers est aussi de protéger justement la foule festive et de ne moins s'attaquer à ceux qui sont les fauteurs de troubles. Donc ils profitent de cet effet d'aubaine et donc ils foncent à chaque fois qu'il y a un événement comme ça. Mathieu Gabriel Attal, qui l'air de rien envoie une pique au président de la République lorsqu'il dit sur ce sujet, il ne peut pas y avoir de en même temps. Est-ce qu'il pense que les Français sont amnésiques, Gabriel Attal? Parce que les Français se souviennent peut-être qu'il a quand même été un des architectes du en même temps. Oui, bien sûr qu'il a été un des soutiens d'Emmanuel Macron depuis le début. Le fait qu'il prenne conscience effectivement de l'échec du macronisme, c'est tant mieux pour lui, parce que je pense que de toute façon les faits sont là. Maintenant, pour ce qui est de demain, effectivement, il faut, je suis d'accord, complètement changer de doctrine d'emploi de la force, de doctrine et passer de la réaction et de la gestion à la prévention.